Bienvenue dans Il était une fois à Bordeaux, un podcast sur l'histoire passée et présente de Bordeaux, créé et animé par Hubert, guide conférencier. Épisode 1, La République meurt à Bordeaux. « 10 mai 1940, les armées allemandes déferlent sur la France. Les divisions blindées du général Rommel traversent la forêt des Ardennes, réputée infranchissable. En seulement 5 jours, le front est percé à Sedan. Les armées françaises sont prises à revers. C'est la débâcle. 10 millions de Français, mais aussi de Belges, de Hollandais, de Luxembourgeois, se retrouvent sur les routes, fuyant l'avancée allemande. C'est l'exode. Le gouvernement, pris de panique, quitte Paris. Comme en 1870 et en 1914, il se réfugie à Bordeaux. Du 15 au 17 juin 1940, une série de décisions cruciales vont bouleverser le destin de la France. Ces 3 journées de juin voient la mise à mort de la Troisième République et les prémices du régime de Vichy. Voici cette histoire. Vendredi 14 juin 1940, les armées allemandes paradent dans un Paris désert. À 600 km de là, sous un soleil de plomb, la capitale girondine, d'habitude si paisible, est submergée. Gare Saint-Jean, rive gauche, et gare d'Orléans, rive droite. Les trains déversent leur flot de réfugiés. Sur le pont de pierre, unique lieu de traversée de la Garonne, des automobiles aux toits couvertes de matelas, des charrettes remplies de malles en osier, des bicyclettes et surtout des milliers de personnes à pied, avec parfois de simples baluchons mal ficelés. Tous ont quitté leur ville, leur village, leur maison pour fuir les bombardements. Combien sont-ils ? 800 000, peut-être 1 million, à chercher de l'aide, un abri. Et pour les plus riches, un bateau en partance pour les Amériques. Les hôtels affichent complets. On dort sur l'herbe du jardin public, sous les portes cochères du cours du Chapeau Rouge. De peur de se faire dévaliser, certains commerçants bordelais ont baissé le rideau. Les restaurants rationnent leur stock et augmentent leur prix. Il n'y a plus rien à manger. De riches aristocrates parisiens côtoient des paysans du Nord et des militaires sans régiment. C'est le chaos, comme jamais Bordeaux ne l'a connu. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la vie continue. Les jeunes Bordelais passent leur baccalauréat. Épreuve de français, la moralité, dans l'œuvre de Molière. Dans la cohue, une longue file de traction avant tente de se frayer un chemin. Ce sont les 24 ministères d'un gouvernement en déroute qui se replient à Bordeaux, capitale tragique. À sa tête, Paul Reynaud, ancien ministre des Finances, il s'est toujours opposé à l'Allemagne hitlérienne. Pour la première fois de sa vie, il vient d'être nommé aux plus hautes responsabilités, seulement 3 semaines avant l'attaque allemande. Malgré la déroute, il se rêve en Clémenceau, sauveur de la France. Il est persuadé que les États-Unis vont entrer en guerre, comme en 1918. La veille, il lançait un appel solennel au président Roosevelt. Il faut que des nuées d'avions de guerre venus d'outre-Atlantique écrasent la force mauvaise qui domine l'Europe. Malgré nos revers, la puissance des démocraties reste immense. Nous avons le droit d'espérer que le jour approche où toute cette puissance sera mise en œuvre. Nous savons quelle place tient l'idéal dans la vie du grand peuple américain. Hésiterait-il encore à se déclarer contre l'Allemagne nazie ? À ses côtés, Georges Mandel, député de la Gironde, maire de Soulac et également ministre de l'Intérieur. Il s'est toujours opposé au mouvement fasciste. Sa combativité hors norme lui vaut respect et crainte. Pour lui, une seule option, poursuivre la guerre depuis l'Algérie. À leur côté, un jeune colonel, Charles de Gaulle. Avec 80 chars d'assaut, il a stoppé plusieurs heures la poussée allemande à Montcornet et Abbeville, en utilisant une tactique nouvelle, plus rapide, plus mobile.
Depuis 10 ans, ses critiques contre la stratégie défensive et dépassée de l'état-major lui ont valu l'opprobre. Reynaud vient de le nommer général de brigade et sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Lui aussi veut poursuivre la lutte depuis l'Angleterre. Mais face à ceux qui veulent résister au sein même du gouvernement, des voix s'élèvent pour traiter avec Hitler. En tête, Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun. À 84 ans, Reynaud l'a nommé vice-président du gouvernement, un titre honorifique. Il compte sur l'aura du vieux maréchal pour galvaniser le pays. Au début des hostilités, Pétain est ambassadeur de France à Madrid. Il partage avec Franco, le nouveau maître de l'Espagne, une haine féroce des communistes. Il dit « Mon pays a été battu. Il me demande de revenir pour faire la paix et signer l'armistice. C'est le travail de 30 années de marxisme. » À ses côtés, un autre militaire, le général Weygand, 73 ans, bras droit du maréchal Foch au cours de la Grande Guerre. Lui aussi vient d'être rappelé en catastrophe, de Damas, en Syrie, où il dirigeait les forces du Moyen-Orient. Paul Reynaud l'a nommé à la tête de toutes les armées, à la place du général Gamelin. Catholique aux convictions monarchiques bien ancrées, Weygand partage avec Pétain la peur du désordre, un antiparlementarisme prononcé et une haine de la République. Cette Marianne honnit pour avoir promu l'école laïque, les congés payés et le suffrage universel. De Gaulle met en garde Reynaud. « Vous nous abandonnez aux hommes d'autrefois. Si on les laisse faire, ils vont perdre cette guerre nouvelle. » Dans les heures qui vont suivre, un combat va opposer ces deux camps et va décider du destin de la France. Samedi 15 juin 1940, place de la Comédie, dans un salon du Grand Hôtel où il loge, Pétain réunit un petit comité avec Weygand, mais aussi Darlan, l'amiral de la flotte, et quelques autres ministres à qui est leur cause. Ce qui hante ces militaires plus que tout, c'est le spectre de la guerre civile. Comme en 1871, lorsqu'après la défaite face à la Prusse, s'était constituée la Commune de Paris, dirigée par des rouges, des communistes. Pour l'éviter, ils veulent que le pouvoir politique fasse la paix avec Hitler. Leur objectif, l'armistice à tout prix. Paul Reynaud, dans ses bureaux de la région militaire, essaye de gagner du temps. Les Anglais le harcèlent nuit et jour. Ils veulent s'assurer que la France ne demandera pas la paix à l'Allemagne et qu'ainsi la précieuse marine française, 4e flotte mondiale, ne tombera pas aux mains des nazis. En début de journée, Reynaud convoque le généralissime Weygand dans ses bureaux de la rue Vital-Karl. Face à la débâcle militaire, il demande à Weygand d'ordonner la capitulation de l'armée de terre. Il veut ainsi permettre au gouvernement de continuer la guerre avec la marine, tout en épargnant la vie des civils et des soldats à terre. Capituler. Pour Weygand, c'est le souvenir de l'humiliante défaite de Napoléon III à Sedan en 1870 face aux Prussiens. C'est inimaginable. L'entrevue tourne court. Reynaud s'énerve. « Général, vous êtes ici pour obéir. »« Je suis ici pour défendre l'honneur de l'armée. Le gouvernement a pris la responsabilité de la guerre, à lui de prendre la responsabilité de l'armistice. » Pour la première fois depuis le début des hostilités, le pouvoir militaire ne reconnaît plus la légitimité du pouvoir civil. À 16h s'ouvre le Conseil des ministres, rue Vital-Karl. Camille Chautemps, ministre d'État et soutien de Pétain, se lance. Il suggère de demander à l'Allemagne quelles seraient ses conditions d'armistice. Cesser le combat n'est plus tabou. Reynaud prend alors une feuille et un crayon. Il dresse la liste. 13 pour l'armistice et 6 contre. Paul Reynaud est mis en minorité dans son propre gouvernement. Maigre espoir, il parvient à ajourner le vote au lendemain. Dimanche 16 juin 1940. À 11h s'ouvre le Conseil des ministres d'une journée fatidique. Paul Reynaud, soumis à de fortes migraines, est livide. Il lit le télégramme qu'il vient de recevoir du président Roosevelt. L'Amérique n'entrera pas en guerre. Épuisé, il évoque néanmoins la possibilité, comme Mandel le demande depuis des jours, de continuer la lutte depuis l'Afrique du Nord. Le maréchal Pétain se lève alors brusquement. Après le militaire Weygand, le ministre Chautemps, c'est à son tour d'entrer dans la bataille. Il menace de démissionner si jamais le gouvernement devait quitter la France. Il joue son va-tout en faisant mine de s'en aller.
Reynaud parvient à le retenir. À quel prix? La question de l'Afrique du Nord est éludée. Le gouvernement est au bord de l'implosion. Mais à 13h, l'espoir renaît. De Gaulle, parti la veille à Londres, annonce à Reynaud un coup de théâtre. Il propose une fusion de la France et de l'Angleterre pour qu'elle ne forme qu'un seul pays, un seul peuple, une seule armée pour une seule guerre. Ce plan, baptisé Union franco-britannique, est conçu par Jean Monnet, un des futurs pères de l'Union européenne. Il doit permettre un électrochoc dans le pays en faveur d'une poursuite de la guerre. Churchill l'a accepté, Reynaud reprend espoir. Il doit signer l'accord le lendemain à Concarneau. Reste au Conseil des ministres à approuver le projet. Un nouveau conseil s'ouvre à 17h. L'ambiance est électrique. Les ministres favorables à l'armistice s'emportent contre le plan d'union franco-britannique, accusant l'Angleterre de vouloir faire de la France une colonie. Excédé par le défaitisme ambiant, Mandel s'écrie « La vérité, c'est qu'il y a ici des gens qui veulent se battre, et d'autres pas. » Après 2 heures de palabres, Paul Reynaud, à bout de force, lance sa dernière carte. Il présente sa démission, persuadé que le Conseil des ministres le retiendra et appliquera sa politique. Mais il se trompe. Pas une voix ne le retient. Il dit « C'est la plus cruelle déception de ma carrière. Mon échec est total. » À 22h30, le maréchal Pétain est nommé président du Conseil. À peine nommé, il sort de sa poche une liste de noms. C'est son gouvernement. Il est prêt depuis déjà plusieurs jours. Parmi ses ministres, Weygand, Darlan et 2 autres généraux, ainsi que tous ceux qui souhaitent l'armistice. À minuit passé, l'ambassadeur d'Espagne est sorti de son lit. On l'envoie jouer les intermédiaires avec Hitler pour demander les conditions de la paix. Les jeux sont faits. Lundi 17 juin 1940, à 12h30, le maréchal Pétain se rend au lycée Montesquieu, où se trouve le ministère des Affaires étrangères. Il y enregistre une allocution radiodiffusée. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. En Angleterre, Churchill est atterré. Il est désormais seul face à Hitler. Il lui faut une figure française pour incarner la résistance à Londres. Il se tourne alors vers Georges Mandel. Mais celui-ci, conscient que ses origines israélites seront un obstacle à l'adhésion de tous les Français, décline. Il dit « C'est justement parce que je suis juif que je ne partirai pas demain. » Pourtant, il n'est déjà plus en sécurité. Alors qu'il déjeune au Chapon-Fin, rue Montesquieu, un colonel de la gendarmerie se présente à lui avec un mandat d'arrêt pour complot contre la République. Railleur, il répond « Vous me laisserez bien finir mes cerises. » Face à Pétain, Georges Mandel, fou de rage, exige et obtient du maréchal une lettre d'excuse, le dédouanant de ses accusations mensongères. Avant de partir, il s'adresse à Pétain. « J'ai de la commisération pour vous, et je plains mon pays qui vous a pris pour chef. » Mandel repart libre, pour le moment. La Troisième République cessera officiellement d'exister le 10 juillet 1940, mais c'est bien dans ces 3 journées de juin que son sort s'est scellé. Mais c'est aussi à Bordeaux que le premier appel à la résistance fut lancé. Le 17 juin, Charles Tillon, député communiste, futur chef des francs-tireurs partisans, publie depuis Gradignan un tract inséré clandestinement dans les journaux locaux. Il écrit « Les gouvernements bourgeois ont abandonné à Hitler et Mussolini l'Espagne, l'Autriche, l'Albanie, la Tchécoslovaquie, et maintenant ils livrent la France. Ils ont tout trahi. Peuple des usines, des champs, des magasins, des bureaux, commerçants, artisans, intellectuels, soldats, marins, aviateurs encore sous les armes, unissez-vous dans l'action. » Mais en ce 17 juin, le communiste Charles Tillon est bien seul. Seul comme le général de Gaulle, revenu la veille au soir à Bordeaux, il a décidé de poursuivre la lutte en Angleterre.
Ce 17 juin, il s'est envolé à 9h de l'aéroport de Mérignac en direction de Londres. Il ne reviendra dans son pays que 4 ans plus tard. Si pour Pétain la guerre est finie, pour Tillon, De Gaulle et les résistants, elle ne fait que commencer.